Alors là les amis, je suis dans la dernière descente pour Ile Savannah. Donc il y a 16 km de descente. Il me reste quand même... Il me reste 11. C'est bon. Faut se dire c'est une chance de courir, c'est une chance d'avoir une bonne condition physique, de pouvoir découvrir des endroits fabuleux dans la nature, dans la montagne. Donc il faut pas s'en priver tant qu'on peut. Et puis pour en revenir à péripéties, quelque chose un peu de normal on va dire, les hallucinations. Donc, moi j'ai vu des choses incroyables. Raconte-nous ce que tu as vu, on aimerait savoir. Allonge-toi sur le canapé. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du LTP, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et c'est un épisode un peu spécial que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui pour cet épisode numéro 09, car mon invité du jour est un voisin, puisqu'en effet il habite la commune de Cuges-les-Pins à côté d'Aubagne. Et c'est en ayant communiqué avec lui sur les réseaux sociaux et en ayant consulté également sa chaîne YouTube que je me suis rendu compte qu'il préparait la Diagonale des Fous. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas ou qui se sont cloîtrés dans une grotte ces 20 dernières années, la Diagonale des Fous, qui est également appelée le Grand Raid de la Réunion, est une course de 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif, dont le départ a lieu à Saint-Pierre-Ravine-Blanche et qui a débuté le 17 octobre à 22h. Le but de cette diagonale est simple, il faut traverser l'île du sud-est au nord-ouest, en passant par les plus hauts sommets, comme le Piton des Neiges, et en traversant les multiples cirques qui composent l'île. Et pour en revenir à l'entretien du jour, il est composé de manière un peu spéciale puisque j'ai décidé de le faire en 2 étapes. En effet, dans la première partie, nous allons évoquer sa préparation, ses craintes, ses doutes, son niveau de motivation, mais nous allons également parler de son historique et de ses performances effectuées jusqu'alors dans la discipline. Et puis dans un deuxième temps, nous allons nous entretenir ensemble sur le débriefing de sa diagonale, ce qu'il en a retiré, ses sensations, comment s'est passée cette course. Et comme vous l'entendrez, nous allons évoquer ensemble des sujets très intimes. Et je le remercie de nouveau pour avoir été aussi franc et aussi sincère dans son approche et dans la discussion que nous avons eue. Juste avant de vous laisser profiter de l'interview que j'ai eue avec mon invité, je tenais à vous préciser que l'enregistrement s'est fait dans des conditions un peu difficiles dans un pub situé non loin de nos domiciles. Alors à noter, je pense que je ne reproduirai plus l'expérience puisque l'environnement sonore a été assez perturbant, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Sachez tout de même que j'ai passé un certain nombre d'heures à essayer de corriger ceci pour que votre expérience auditive soit la plus agréable possible et j'espère que le travail réalisé vous conviendra malgré tout. Et donc toutes ces mises au point ayant été faites, je vous laisse sans plus tarder profiter de mon entretien en 2 parties avec Julien Bonifay, alias Floki Trail. Salut à tous, je suis aujourd'hui avec Julien. Bienvenue Julien dans le Let's Try podcast. Merci. Je te remercie d'avoir répondu favorablement à mes demandes. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter un petit peu. Écoutez, je m'appelle Julien, donc alias Floki Trail pour ceux qui connaissent mes vidéos donc sur la chaîne YouTube. Je suis pratiquant du trail et plus récemment de l'ultra trail. Je suis de la région d'Aubagne, donc j'habite une petite commune qui s'appelle Cuges-les-Pins. Et voilà, c'est à partir de là qu'on fait de nombreuses sorties avec notre team, qui s'appelle la Team Bertagne. Team Bertagne pour le pic de Bertagne qui se trouve dans la chaîne de la Sainte-Baume, c'est ça? C'est ça, c'est le sommet des Bouches-du-Rhône. Le sommet des Bouches-du-Rhône qui est à 1000... Il doit être à 1300. 1300 D'accord. 1300 des poussières, il me semble. C'est de quel village que vous partez en règle générale pour faire vos... 80% du temps, c'est à Cuges-les-Pins. Des fois, on part de Gemnos. À côté d'Aubagne, donc. Voilà, ouais. Donc on passe par la vallée de Saint-Pons. Donc on peut récupérer le pic de Bertagne aussi par là ou par le plan d'Ops. Par contre, le plan d'Ops en voiture, nous, ça nous fait une trotte. Donc en général, c'est Gemnos ou Cuges. Selon les dispos de chacun et puis selon les parcours qu'on veut faire. Après, ça arrive qu'on court aussi sur Saint-Cyr, un peu Marseille, un peu les Calanques, un peu Aubagne. Donc on ne s'arrête pas aux alentours. Hein. Et vous courez toujours à plusieurs? Oh, ça dépend. Chacun propose une sortie. Puis, ouais. En général, on court en minimum, oui, à 2, 3 à chaque fois.
2-3, des fois des sorties à 4, des fois des sorties team où on est beaucoup plus nombreux, ça peut tourner aux alentours de 10-15 pour les grosses sorties. Après, puis bon, des fois, chacun fait ses sorties solo à côté. Donc, Est-ce que tu peux te présenter un peu personnellement ce que tu fais dans la vie? Alors, moi je suis fonctionnaire de police, je suis marié, j'ai 2 enfants, deux filles de 8 ans et 10 ans, bientôt 11. Et voilà, je travaille sur Marseille, donc je travaille en décalé, ce qui fait que j'ai assez de temps le matin pour pouvoir courir. Ça c'est bien. Voilà. Bon, pas trop les week-ends quand même pour faire des courses, donc j'essaye quand même de faire une course par mois, minimum. Donc tu disais cet emploi du temps qui te permet donc d'avoir des horaires décalés, de courir le matin, ça c'est quelque chose moi dont je rêve, hein. Parce que moi je fais des horaires de bureau 8h 17h ou 8h 18h ou 8h 19h tous les jours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait envie. Donc le fait d'avoir des horaires décalés, ça peut être problématique parfois, mais par rapport à notre passion, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Eh oui, eh oui. Donc c'est pour ça que je me retrouve souvent avec les personnes qui ont les mêmes horaires que moi, comme Thomas qui est infirmier ou d'autres donc qui ont un peu les mêmes horaires que moi. Donc c'est vrai que moi je suis pas trop disponible les week-ends, donc sauf si on fait des sorties le matin. Après bon, ça nous arrive de faire des nocturnes aussi. Donc des fois quand ça tombe sur mes repos, j'essaie de caler une nocturne ou sortir à 18h, donc pour qu'il y ait le maximum de personnes qui soient là. Mm-hmm. Donc voilà, on arrive toujours à s'entendre de toute façon pour faire des sorties. D'accord. Et combien de personnes constituent la team Bertagne? Alors, en ce moment, on est aux alentours de 30. Après, il faut pas se cacher, on va dire qu'il y a à peu près entre 10 et 15 coureurs réguliers. Donc petit à petit, la team s'agrandit. Donc après, il y a un peu de tout, il y a des débutants, ça va du débutant jusqu'à l'ultra trail. Chacun trouve son compte. D'accord. Voilà. Donc tu disais, tu as créé cette team, c'est en quelle année? C'est récent, c'est l'année dernière. L'année dernière, on l'avait juste créé comme ça. Bon là, on va dire qu'on s'est un peu plus développé. Ouais. Entre la création de maillots, création d'une page Facebook. Petit à petit, ça fait son nid. Donc, D'accord. Ça prend de l'importance. J'ai vu donc par le biais de Facebook et de ta chaîne et de votre chaîne YouTube que tu reviens de l'OCC. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette expérience? L'OCC, la première année, j'étais pas tiré au sort. Donc j'avais une chance supplémentaire pour le tirage au sort, j'ai réussi cette année à y aller. Et puis en fait j'ai la chance aussi d'aller on parlait peut-être après, mais à la Diagonale des Fous, ce qui fait qu'il était un peu proche. Après. Voilà, c'était un peu proche par rapport à la Diagonale, donc on va dire que j'y suis allé un peu avec le frein à main, on va dire. Première fois l'UTMB? Première fois sur une course de l'UTMB. Mm-hmm. Donc non, j'ai apprécié. C'est vrai que il y a beaucoup de nationalités, un peu de tout. Des Chinois, des Anglais, des Japonais. Ah oui, ça parlait de toutes les langues. Donc, franchement, c'était vraiment bien, une super ambiance. C'est un événement qui est aussi. Moi, sincèrement, en toute transparence, je connais pas. Donc, j'irai peut-être l'année prochaine si mon tirage au sort est favorable. Est-ce que c'est un événement aussi entre guillemets incontournable que ce dont on parle ou Oui, je pense que oui, il faut y aller au moins une fois pour connaître ça. C'est surtout moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout l'arrivée à Chamonix. Donc c'est vraiment, on va dire, sur les 500 derniers mètres, une foule à n'importe quelle heure qui vous encourage. Puis ça s'arrête pas, c'est magique. Franchement, c'est magique. Voilà, après... Globalement, la course s'est passée comment? Écoute, un peu déçu par le départ, on va dire, par le nombre de participants. Bon, après, c'est vrai que je suis arrivé un peu en retard. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Il me semble que la zone de départ, donc c'est à Orsières, en Suisse. Oui. C'est ça. Oui. Et il me semble que c'est dans un endroit un peu étriqué. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pas de place pour se garer, enfin très peu. Faut arriver un petit peu avant, donc ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, j'étais vite en queue de peloton. Donc, après, on essaie de doubler, c'est impossible. Des bouchons pendant, on va dire, 8-10 km. Donc un peu compliqué. Après, on essaie un peu d'accélérer pour refaire son retard. On se grille. Beaucoup de trailers connaissent ça. Donc, et après, je suis rentré dans ma course, on va dire quasiment à la fin, entre la moitié et la fin. Mais c'était vraiment bien. Voilà. J'ai même une petite anecdote sur ça. Pendant je crois la dernière montée, j'ai parlé pendant 5-10 minutes avec un trailer. Donc, je parlais en anglais avec lui. Il avait un très très bon anglais.
moi catastrophique bien sûr, pour finalement me rendre compte que c'était un Belge qui parlait français, donc D'accord, tu parlais avec lui anglais voilà, pendant un certain temps, puis tu t'es rendu compte on parle français tous les deux, c'est... Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, il parlait avec une japonaise juste avant, et pensant qu'il était anglais, j'ai commencé à parler avec lui. Et on parlait la même langue, donc c'est pas grave, j'ai travaillé mon anglais avec lui. Donc, Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est cosmopolite, c'est bien. Super. voilà. Et donc pour ceux qui ne savent pas, donc l'OCC c'est une des courses de l'UTMB, donc OCC Orsières Champé Chamonix, C'est ça. qui fait 56 km et 3003 ou 3005 des plus, je crois. 3500 de dénivelé positif, qui est une course bon, pour les meilleurs assez rapide, mais qui reste quand même, donc je sais pas ce que tu vas en dire, mais qui reste une course assez compliquée quand même pour un 50. Oui, c'est assez compliqué. Oui, c'est vrai que ça reste quand même un trail de haute montagne, donc voilà, il y a des passages un peu en altitude, un peu délicats. Donc bon, par contre, je pensais ça un peu plus technique. Donc il y a pas mal de sentiers, mais bon, j'ai trouvé ça assez propre, contrairement à ce qu'on m'en a dit. Donc je pense que par contre sur l'UTMB, ça doit être autre chose, sur la CCC ou la TDS aussi. Sur l'OCC, ça va. J'ai connu pire, hein. Franchement, c'était pas aussi technique que ça. Et puis l'arrivée à Chamonix, j'imagine, c'est quelque chose, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi, j'imagine. Ah oui, c'était vraiment un moment d'euphorie. Bon, comme souvent sur les arrivées en ultra, hein, donc plus que sur les courses courtes, on va dire. On passe par beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. Et la difficulté, enfin toute la fatigue part dans les derniers kilomètres. Hein. Donc vraiment un bon souvenir. D'accord. Donc on va évoquer maintenant ta préparation pour la diagonale. Donc on est on enregistre le 8 octobre. La diagonale c'est le 16-17. Comment tu es aujourd'hui? Tu es dans quelle phase? Comment tu te sens? Bah écoute, j'ai couru la dernière fois ce week-end et hier. Donc j'ai juste fait une petite sortie. On va pas dire que j'ai beaucoup après l'OCC, j'ai couru normalement 2 fois par semaine, des petites sorties, pas plus de 30 km par semaine, entre 30 et 45 on va dire. Donc finalement, je suis pas quelqu'un qui va énormément s'entraîner, qui va faire beaucoup de dénivelé, de courses, voilà. Donc pas dire que je prends ça à la légère, mais je connais mon niveau. Je sais que si je force trop, je peux me blesser, je peux éviter d'être trop fatigué avant la course, donc voilà, je pense faire le minimum quand même. Le minimum syndical pour être en forme, mais toi tu te sens dans quel état d'esprit? Tu te sens confiant plutôt ou... Mais écoute, comme tout trailer, c'est un peu une mythe cette course, donc c'est un peu un rêve et c'est vrai que je me vois pas ne pas la finir. Voilà. À part si le médecin m'interdit de continuer. J'en ai tellement parlé à des gens, je les ai tellement saoulés avec cette course que voilà, je peux pas me permettre de pas la finir. Tu te vois pas ne pas la terminer. Non, je me vois pas. Moi, je me voyais pas aussi abandonné à l'Ultra RS que j'ai fait à Annecy, là, donc le 114, et pourtant j'ai abandonné donc par manque de sommeil. Cette année-là, en 2019. Cette année, ouais. J'ai abandonné au 80e. Ouais. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'était pas trop une fatigue physique, c'était, on va dire, j'ai vraiment l'envie de dormir. Donc la première nuit s'est super bien passée, mais la deuxième, non, je voulais vraiment retrouver mon lit. Et je pense que c'est ça qui va me faire défaut un peu sur la diagonale, c'est vraiment l'envie de dormir, la gestion du sommeil. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Donc dormir 1 heure, une demi-heure ou continuer tout le temps. Et là, comment tu prévois au niveau de la planification de ton voyage? Tu comptes arriver combien de temps avant? Alors écoute, je pars ce dimanche, donc je devrais arriver lundi matin. Le retrait de Dossard se fera mercredi. Donc j'aurai juste, on va dire, un jour de récup, un jour de repos. Pour moi c'est suffisant, je pense que je serai quand même bien reposé. Non, je suis confiant quand même, je suis confiant. Tu es confiant. Ouais, et en gros, tu as envie d'en découdre, tu es impatient, tu es dans un état d'esprit plutôt positif. Oui. Tu pars avec plusieurs personnes? Tu pars seul? Alors, à la base, je pars tout seul. Je connaissais personne. Sauf qu'en fait, récemment, j'ai appris qu'il y avait un autre trailer que je connais, qui s'appelle Pascal Martin, dont vous devez avoir entendu parler. Donc c'est un YouTuber aussi qui a sa boîte qui est un peu plus pro que moi, bien sûr. Il a sa boîte qui s'appelle Marseille Provence Production. Donc il a fait une super vidéo inside sur la Réunion. Il a déjà fait 2 fois.
Et donc c'est quelqu'un qui a, excuse-moi, je vais un peu te clasher Pascal, hein, mais qui a très peu d'entraînement, voire zéro. De toute façon, il publie des photos de pizza et de malbouffe. Donc, ça, c'est énervant, ça. Voilà. Ça, c'est énervant. Mais bon, ce qui m'encourage, c'est que c'est quand même un gars qui, malgré ça, qui a quand même fini 2 fois la Jag. Et en 63 heures, si je me trompe pas, en 62 heures et 63 heures. Donc quand même à 3 heures des 66 heures pour la finir. Donc voilà, ce qui est quand même rassurant pour les autres trailers qui se disent bon, j'ai un peu plus d'entraînement que lui, même si lui il a quand même fait plus de distance que nous, il a réussi des ultras plus longs. Et donc voilà, c'est le côté rassurant. Je me dis bon, si Pascal il y est arrivé malgré toute sa fameuse diététique, donc pourquoi pas moi. Voilà. Je parle qu'en fonction de ce qu'on m'a rapporté, mais c'est ce qui permet entre guillemets à plus de trailers de finir la diagonale, c'est les barrières. On m'a évoqué le fait que sur l'UTMB, les barrières étaient très très courtes et même pour des coureurs qui avaient un bon niveau, il fallait faire attention aux barrières, ce qui n'est pas du tout le cas sur la diagonale. Toi, tu as un peu vu cet aspect-là ou pas? Bah écoute, j'ai un peu morcelé mon parcours, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les barrières horaires, elles sont assez, je vais pas dire facile, mais après le 80, elles sont un peu plus élargies. Ouais. Mais attention, on va dire jusqu'à 80 bornes, il faut pas non plus s'endormir. Voilà, il faut pas partir en mode randonnée, attention, mais faut courir à un rythme en gardant sous la pédale, je pense. Et je pense qu'il y a une deuxième course qui apprécie la hausse. Pour moi, voilà, c'est vrai que c'est à partir de là que je me dis bon, ok, tu as fait si la hausse, il y a le maillot derrière, donc c'est là il faut se poser, se dire bon, est-ce que je me repose, voilà. J'ai écouté beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de vidéos comme celle de Zinzin. Je m'inspire de beaucoup de ça en fait, beaucoup des gens qui l'ont fait. Tu te renseignes, quoi. Je me renseigne, oui, énormément. Après, parce que tu connais pas la Réunion, tu non, n'es jamais allé là-bas. Jamais. Moi j'y suis, je te coupe, j'y suis allé. Petit bisou à ma femme, j'y suis allé pour mon voyage de noces. Et malheureusement, j'étais pas encore trailer, pas encore amoureux de la nature comme je le suis aujourd'hui. Et je n'attends qu'une chose, c'est d'y retourner pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir profiter des sentiers de l'île. Voilà, c'est quelque chose dont je rêve et j'espère d'ailleurs pour mes 40 ans y retourner pour faire le Bourbon. Dans quelles circonstances s'est passé le fait que tu t'es inscrit à la diagonale et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer? Bah écoute, quand j'ai commencé le trail en 2016, j'avais vu un reportage sur YouTube. Si je me rappelle bien, c'est un reportage France 2 sur la diagonale. Ouais, je l'ai vu. Voilà. Et tout est parti de là. D'accord. C'était en quelle année, tu m'as dit? C'était en 2016, si 2016, je me rappelle bien. D'accord. Enfin, le reportage, je l'ai vu en 2016. Après, je sais pas de quand il datait. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, j'étais en admiration devant ces trailers. Et je commençais à peine à courir avec ma cousine. Et j'avais fait mon premier trail de 15 km. Bon, j'étais très, très loin de ça. Hein. Je me disais, mais dans ma tête, je me disais quand même, allez, en faisant ça par étapes, peut-être au bout de 2-3 ans, pourquoi pas un jour pouvoir réussir à y aller, au moins essayer de la faire. Maintenant, il suffit de la finir. Donc maintenant, j'y suis. Voilà, au bout de 3 ans, je pense qu'il faut pas brûler les étapes. La première année, j'ai fait que des 15 jusqu'à 25. La deuxième, j'ai commencé à faire des marathons de trail. Marathon de trail, j'ai fait mon premier 80 la deuxième année, si je me rappelle bien, oui, 2018, c'est ça. Et après, voilà, j'enchaînais 3 courses de 80 dans l'année. Et puis maintenant, voilà, on se lance sur le double. Sur le double. Voilà. D'accord. Aucune expérience donc du coup de l'ultra à proprement parler. Non. Avant ça. J'ai jamais dépassé les 100 bornes. D'accord. J'ai jamais fait une deuxième nuit. Donc c'est surtout ça, c'est pas tant dépasser les 100 bornes, je pense que c'est quelque chose qui est réalisable, il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais la deuxième nuit, honnêtement, c'est vrai que pour ceux qui sont comme nous, un peu pas dans les premiers, qui sont un peu dans les fonds de peloton ou moitié, cette sacrée deuxième nuit, c'est quelque chose qu'on redoute tous, hein, c'est-à-dire que on ne sait pas si on va réussir à se réveiller, dans quel état on va être, est-ce qu'on va pouvoir repartir, le froid, enfin, il y a beaucoup de données qu'on n'a pas à l'avance.
Et moi, je suis resté sur un échec, donc du coup, c'est surtout ça qui me fait peur pour la Réunion. D'accord. Mais quand tu parles de deuxième nuit, si tu penses mettre plus de 48 heures, on peut même parler de troisième nuit. Parce que la première nuit, tu l'as fait quand tu pars à 21h. La deuxième, c'est le deuxième jour, et la troisième, c'est le troisième jour, quoi. Ah oui, la mais moi je suis parti même sur un plan entre 55 heures et 60 heures. Donc je voudrais pas dépasser 60 heures si j'arrive à finir, bien sûr. Ça te fera 3 nuits. Voilà, ça me fera obligatoirement 3 nuits. J'espère arriver aux alentours de 2 heures du matin, ça ferait vraiment 52 heures. Mais bon, il y a de grandes chances que j'arrive dimanche matin, entre 6h et 7h, me connaissant, voilà. D'accord. Donc tu disais, tu pars, à part avec ton pote youtubeur dont tu parlais tout à l'heure, tu pars sans la famille, sans les petites? Sans la famille, d'ailleurs, j'en profite pour faire un grand merci à ma femme. C'est avec sa prime qu'elle m'a payé ce voyage à La Réunion. Ça, voilà. C'est beau. Ça c'est bon. Donc elle m'a fait un beau cadeau. Ah oui, ça c'est un beau cadeau, c'est clair. Et j'espère un jour lui rendre. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est dans la team Bertagne aussi et qu'elle court pas des masses avec nous. Elle fait pas beaucoup de sorties, mais elle fait quand même pas mal de courses avec nous. Elle est plus axée sur le crossfit et c'est vrai que. Mais bon, elle a quand même fait 55 km il y a pas longtemps. Quand même. Donc sur le Ventoux. D'accord. Donc petit à petit, elle aussi le rallonge. Elle me suit. Elle connaît ma passion et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de patience, on arrive à partager notre temps tous les deux avec nos sports respectifs et voilà, je la remercie pour ça. Je vais rentrer un peu dans les détails un peu plus perso par rapport à ta pratique. Je pense qu'il est intéressant de comprendre pourquoi on court. Pourquoi des gens comme nous, entre guillemets, de la vie normale, on se fixe de tels défis. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant en premier par rapport à ça? Pourquoi tu te fixes un tel défi? Pourquoi? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que on a la chance de courir, justement. Tout à fait. Voilà, on a tous connu une personne autour de nous qui a eu un accident de voiture, qui malheureusement est devenu tétraplégique ou qui a plus l'usage de ses jambes. Mais il faut se dire, c'est une chance de courir. C'est une chance d'avoir une bonne condition physique, de pouvoir découvrir des endroits fabuleux dans la nature, dans la montagne. Donc il faut pas s'en priver tant qu'on peut. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens sportifs aussi qui ont dû un peu décrocher d'autres sports. Enfin, moi je suis un ancien footeux, on connaît tous les mauvais côtés du ballon. Dans le trail, ce qui est bien, c'est que c'est un sport humble. On le voit surtout sur le long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraide entre coureurs, une complicité. Les gens ne regardent pas le chrono à ce moment-là quand il y a une personne en difficulté et souvent même dans les premiers. Hein. Il y a beaucoup de coureurs qui sont prêts à lâcher leur première place pour aider le deuxième ou le troisième. Il y a toujours un petit mot pour la personne qu'on dépasse. C'est ça que ces valeurs-là, on les trouve pas dans tous les sports. Donc toi, tu constates que dans le trail, l'esprit trail existe vraiment, quoi. Il existe vraiment et j'espère pour longtemps. C'est vrai que le sport, le trail évolue vite aussi, hein, donc de plus en plus de participants. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé moi dans le trail, c'est que peut-être limiter un peu les courses, le nombre de coureurs, je veux dire. Le nombre de coureurs par course. Ouais. C'est vrai que souvent il y a un peu un aspect, on va dire, commercial, lucratif. Sur certaines courses qui ont été critiquées, je ne vais pas les nommer, mais bon, il y a eu beaucoup d'écrits sur les réseaux sociaux sur certaines courses. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de gens ont quitté la course, ont abandonné ou n'y reviendront plus tout simplement parce que quand ils passent 2 heures de bouchon, ça fausse tout. Voilà, on n'a plus envie de se dépasser, de courir. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des courses. Notamment, on parle pas mal dernièrement de la Maxi Race, qui a souffert beaucoup de popularité et de problèmes d'organisation. Alors toi, tu peux nous en parler un peu de cette course? Alors écoute, moi j'étais sur le 114 et on a eu très peu de bouchons, faut le dire, comparé au 85. Il y en a eu, hein, faut pas se le cacher, comme tout au début, comme souvent dans les courses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le 85 et comme toi, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont été déçus. Je crois que le pire, ça a été le 42. Oui, sur cette course. Le marathon. Le marathon, ça a été une catastrophe apparemment. Ouais. C'est vrai que après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de coureurs? Oui. Ou alors peut-être qu'il faut ouvrir d'autres distances ou
ou faire un autre parcours, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu un effet de mode. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant commencent à aller vers on va dire des courses un peu moins connues. Qui privilégient vraiment le côté un peu champêtre, d'autres courses. Ou notamment les off, hein. Voilà. Aussi beaucoup les off. Ou les courses off. Ou les sorties entre potes non chronométrées, etc. Et c'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une composante extrêmement importante de la pratique du trail aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Bah, pour l'instant, on est toujours à peu près à 1 euro du kilomètre, donc contrairement on va dire aux courses, il y en a qui n'aiment pas l'expression, mais aux courses bitume, c'est vrai que c'est toujours un peu cher du kilomètre, et c'est un peu contradictoire avec l'environnement si on voit beaucoup de déchets, de bouteilles jetées par terre, enfin bon. Et c'est vrai que les gens se tournent un peu vers la traversée du GR20 en off, d'autres sorties, ou voilà, le tour du Mont Blanc en off, ça se fait beaucoup, enfin de plus en plus. Donc beaucoup de coureurs au bout des grosses courses. Donc après, bon, effectivement, on est un peu victime du succès. Donc. Comment tu vois ton avenir par rapport à ce sport? Tu vois après la diagonale, bon, je te joue bois pour toi que tu la termines et que tu prennes le maximum de plaisir. Après ça, tu vois quelque chose aller au-delà, ou ben écoute, oui, c'est quoi tes projets? Mes projets, écoute, si la diagonale se passe bien, on va dire que j'aimerais bien faire le marathon des sables. Ouais. C'est vraiment une course qui me plairait de faire. Et puis il y a bien sûr une des courses de l'UTMB si possible, la Swiss Peak qui est pas mal. Donc tu te vois dans quelque chose de très long. Voilà, je me vois aller plus vers le très long, voire même le très très long. Vers le Tour des Géants, si je peux aussi un jour le faire. Voilà, ça serait vraiment l'objectif final, on va dire. Et puis après, refaire des courses qui me plaisent, comme les Templiers. Les Templiers, tu l'as fait aussi. C'est quand même mythique, franchement, on passe par des endroits, le plateau du Larzac, c'est quand même quelque chose de génial. Donc je pense que j'y reviendrai sûrement peut-être l'année prochaine pour faire l'Endurance Trail. Ouais. Donc c'est un 100... C'est 115 je crois, ou 105, je sais plus exactement. C'est vraiment, je crois que c'est le premier jour en plus, il est avant les autres. Ouais, avant les autres, donc ce qui fait que voilà, j'aimerais bien la faire, et puis après suivre toute la team sur les autres courses, ça serait pas mal. Alors petit message par rapport aux Templiers, je l'ai faite l'année dernière. Je vous conseille absolument d'arriver en avance le matin du départ de la course, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la zone de départ est au bout d'une zone piétonne qui fait à peu près 1,5 km, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et je suis arrivé à peu près 3 minutes avant le départ de la course. Donc dans le sas, j'étais tout au fond, tout dernier. 2500 coureurs partaient devant moi. Donc ça a été une lutte perpétuelle tout le long de la course pour essayer de grappiller un peu des places tout le long de cette course. Et effectivement, quand on part derrière, c'est compliqué de pas subir ce dont on parlait tout à l'heure, les bouchons, etc. Donc si je peux vous donner un conseil par rapport aux Templiers, c'est prenez bien garde à arriver à l'heure. Donc j'imagine un peu comme toutes les courses, mais celle-ci particulièrement. J'en ai fait l'expérience aussi. À quelle course? Les Templiers, pareil. Je suis arrivé en dernier, mais moi, tu sais, il m'arrive toujours une péripétie avant les courses. Ouais. Donc au départ, j'ai perdu mes flasques. D'accord. Ça commençait bien après le bouchon. Donc je crois que sur la Saint-Élion, j'ai eu au moment du départ, j'ai eu la flasque qui était percée. Je sais plus quelle course, j'ai carrément oublié mon sac de trail. Ah, carrément. Oui. Ça c'est bon. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Pourtant moi j'en fais des belles. Ouais, non, mais il m'arrive toujours. Une fois c'était les chaussures aussi. Donc là, la Saint-Élion, j'ai un peu la diagonale, j'ai un peu la pression. Ouais, tu vas mettre du temps à faire ton sac. Oui, je vais tout regarder. Tu vas réfléchir longuement. Prépare-le à l'avance, hein. Tu prépares au moins 2-3 jours à l'avance, comme ça moi pendant 2-3 jours tu réfléchis à ce que tu vas mettre dedans. Ah ben c'est ça. Et au moins tu es tranquille. J'ai vu, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, tu fais des vidéos YouTube sur le trail, notamment quand tu participes à des courses. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu ce sujet-là, d'où ça t'est venu, comment tu as commencé, comment ça s'est passé la première fois? Ben écoute, comment ça m'est venu les vidéos, un peu comme tout le monde, je connais les youtubeurs Zenzen Reporter et puis Joe Day. Et c'est vrai que chacun, en fait, j'ai remarqué, avait une façon différente de faire de la vidéo sur les courses.
Et moi, on va dire que bon, j'ai ma propre personnalité, hein, mais je suis peut-être un peu plus timide par rapport à tout ça. Et du coup, ce qui fait que j'ai peut-être un peu plus de mal à aller vers les autres. Alors je comble ça avec un petit peu de musique, d'ambiance sur mes vidéos. Donc voilà, il n'y a pas que ma condition physique que j'essaye d'améliorer, il y a aussi... Tu sens que tu as un déficit Oui, par rapport à ça tout à fait, et tu tout aimerais à fait. améliorer ça, quoi. J'ai du mal un peu à aller vers les autres. Alors je le fais sur l'instant T quand, on va dire quand je me sens bien, mais c'est vrai que quand on a la difficulté, des fois on est un peu en dedans, on a du mal à parler aux gens. Donc, et en fait c'est tout le contraire. Je pense qu'il faut faire comme Zinzin, c'est-à-dire il faut se tourner vers les autres. Il faut prendre le temps de parler. Et justement, on oublie la difficulté, on oublie la course. En discutant, c'est vrai que le temps passe beaucoup plus vite. Et j'espère pas faire la même erreur sur la réunion, justement. Je pense que je vais essayer, surtout la nuit, de parler le plus possible avec des gens, faire connaissance. C'est peut-être mon défaut, mon gros défaut. Le point sur lequel tu dois progresser là-dessus. Et Zinzin me disait donc dans l'épisode 02 que le point le plus difficile quand tu réalises ces vidéos, c'est de sortir la caméra à des moments donnés où il est en souffrance. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il a pas tort parce que on se concentre vraiment sur où on met les pieds déjà, pour pas glisser, pour pas tomber. Donc c'est vrai que des fois, quand on est youtubeur, on a envie de tout filmer de la course, mais voilà, il y a des descentes qui sont super dangereuses et alors on a une même prise, on n'a qu'une main pour se rattraper si on a les bâtons. Enfin, c'est pas évident. Pour ceux qui le font, enfin pour ceux qui filment leur course, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que voilà, les moments de difficulté, finalement sur les vidéos, on les voit pas tant que ça. On les voit à un certain moment. Donc j'ai le souvenir de Zinzin ou sur le tort des gens, cette vidéo qui est magnifique là, qui se regarde comme un film, où il parle de sa vie, on va dire amoureuse et sa déception. Enfin, et vraiment, moi, c'est un passage qui t'a marqué. Ouais, c'est un passage qui m'a marqué. Je me dis vraiment, le gars, il arrive à faire une course de trail comme une vidéo comme un film, quoi. Ça se regarde. Il faut absolument que tu écoutes l'épisode que j'ai eu avec lui où il en parle et tu seras pas déçu. Ouais, mais je me doute parce que je sais pas combien de fois je l'ai regardé, même la jag. J'ai regardé sa dernière jag où finalement il dit que pour lui c'est la pire jag qu'il a fait et peut-être la plus mauvaise vidéo, mais peut-être pas pour moi. Moi je suis pas d'accord, hein, personnellement. Voilà, mais justement la même chose, Justement, c'est souvent dans ces moments difficiles que nous, trailers, on se retrouve parce qu'on a tous vécu des moments où on fait un peu le point sur notre vie, sur ce qu'on endure. On a le temps de penser sur un ultra, donc on se reporte sur l'essentiel, quoi. Vraiment, c'est vrai que voilà, c'est un peu moi c'est le message que j'arrive pas encore à faire passer. C'est comme une coquille, j'arrive pas encore à me libérer. Des fois, il y a des choses que j'ai envie de dire, je le dis pas, je le garde pour moi. Et donc, du coup, je compare de la musique et je pense que ça viendra vraiment dans la grosse difficulté sur des grosses courses, peut-être comme la diagonale. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme idée, c'est quoi ton idéal? C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Zinzin, à Denis, c'est ça, c'est faire passer le maximum d'émotions. Donc effectivement, si tu veux faire passer le maximum d'émotions, il faut que tu t'ouvres aux autres. C'est évident. Tout à fait. Ça, j'ai beaucoup de mal. Je les admire pour ça. C'est vrai que on se refait pas, hein, donc se livrer comme ça, c'est pas évident. Et du coup, voilà, moi, c'est mon défaut, et ça viendra peut-être plus tard, hein, ou alors peut-être que j'ai pas encore assez souffert sur un ultra. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'allonge les distances, parce que pour vraiment me retrouver dos au mur, on va dire que je suis jamais arrivé dans des états non plus comme Zinzin, à vomir, à me coucher, à me reposer. Donc peut-être l'avenir le dira, mais c'est vrai que j'en suis pas encore là. Voilà. Je suis un peu un débutant dans cet aspect-là. Voilà. D'accord. Bon, je te remercie. Julien, je te remercie d'avoir participé à cette discussion. On a bien échangé sur beaucoup de sujets. Et ça a été très intéressant. Tu veux ajouter quelque chose pour terminer, non? Merci à toi. Non, rien de spécial. Écoutez, profitez bien tous de
de vos sorties, de vos courses, et puis en espérant vous voir prochainement sur l'une d'elles. De toute manière, on te suivra, on te posera des questions par rapport à ta diagonale, on te suivra sur les réseaux sociaux et je te souhaite le meilleur pour cette course qui est, comme tu le disais tout à l'heure, mythique. Très bien, mais merci. Merci beaucoup, salut. Salut à tous. plus, salut. Dans les ravitaux du 25 km. Avec mon collectivité pour le partage. Ah. Avec mon collectivité. Merci. 15-16. Ça y est, on a la roche plate. Alors là les amis, je suis dans la dernière descente pour Île Savannah. Donc il y a 16 km de descente. Il me reste quand même... Il me reste 11. C'est bon. Faire une sieste avec... Je vais squatter leur... je sais pas comment ça s'appelle. Je suis tellement fatigué. Et regardez ce qu'ils me préparent comme musique. N'hésitez pas si vous sur le chemin des Anglais là, en y allant, vous leur demandez. Super sympa. Toujours dans le Colorado. Il reste à peu près 5 km de montée. Alors j'essaie de savoir où c'est qu'on va. Peut-être au-dessus, je sais pas. On arrive à la route. Voilà. Il reste 5 minutes. On va y aller. Top. Merci. Ça va. Merci. Merci. Ah Pascalou. Merci. Merci. Eh bien salut Julien, je te retrouve après un mois après la première interview et donc après ton objectif. Voilà, je voulais un peu savoir si tu pouvais nous parler, comment ça s'est passé. Bah écoute, très bien. J'ai découvert l'île de la Réunion, donc c'est quelque chose de vraiment magnifique. J'ai rencontré des super personnes là-bas, je vais un peu te le raconter après. Ma course en elle-même s'est plutôt bien passée. J'imaginais ça vraiment pas plus difficile, mais donc si je comprends bien, pour que tout le monde soit au courant, tu l'as bouclé alors. Voilà, je l'ai terminé quand même en 61h26 je crois. 61h, la deadline c'était combien? 66 heures. 66 heures, d'accord. Et non, ça va, je m'étais toujours à peu près mis sur 2 heures au niveau des barrières horaires. D'accord. Donc tu as réussi à gérer, à avoir cette marge-là systématiquement, volontairement. Oui, j'ai fait ça par étapes. Donc du coup, je crois que le minimum que j'ai fait, j'avais 1h15 d'avance sur les barrières horaires. Mais je le savais parce qu'il y avait une réduction, une barrière horaire qui était mal calculée. Je crois que si je me rappelle bien, c'est entre Île à Bourse ou Île Savannah et Marla, je crois. Du coup, tu peux passer de 2 heures d'avance d'un coup à 1h15 alors que tu as la même allure, voire même tu accélères. Donc ça, il me l'avait expliqué. Mais bon, j'ai pas été non plus dans le rouge ou vraiment inquiété sur barrière horaire. Donc j'ai même pu, avant le chemin des Anglais, dormir 2-3 fois, je crois. D'accord. Donc ce qui fait que j'ai... Le chemin des Anglais, c'est vers la fin, c'est ça? Voilà, me semble-t-il, c'est c'est combien de kilomètres? Les pavés maudits, ouais. D'accord. Et du coup... non, vraiment bien. Puis on a là, sur on va dire les 20 derniers bords, le Colorado et la dernière descente. Enfin, j'étais vraiment dans le partage. Vraiment, je pas voulu envoyer. J'ai voulu vraiment prendre le temps pour finir cette diagonale. Dans ma tête, je savais que je la finissais de toute façon. Donc, du coup, c'est vrai que je marchais, je parlais avec les gens. Enfin, voilà, j'étais vraiment sur un nuage. Je me dis bon, profite, c'est les derniers moments. Voilà, avant que donc tu as pu profiter à 100% de cette diag comme tu l'imaginais à partir du chemin des Anglais, enfin après une fois que tu as passé le maillet d'eau, comme on dit, on va dire c'est gagné quoi. Ouais.
Bon, à savoir que moi, la dernière descente, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus mal. Eh oui, La c'est dernière souvent descente du celle-là, Maïdo. apparemment. Ouais. Alors qu'elle est pas si difficile que ça, mais elle est vraiment longue. Du coup, voilà. Après ça, je me suis dit bon, c'est bon, maintenant faut profiter quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont se sont passés les premiers instants sur l'île, ton voyage un peu assez rapidement, mais ton voyage, ton arrivée sur l'île, le retrait du dossard et le départ. Alors, je suis arrivé le dimanche, donc le lundi, journée découverte Saint-Denis. Mhm. Le mardi, donc avant le retrait des dossards, je sais pas si le décalage horaire ou quoi, j'ai eu de la fièvre. Je suis resté toute la journée au lit. D'accord. Et du coup, je me suis pris 2-3 Fervex, j'étais complètement courbaturé, j'ai dû mettre des patchs. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a duré qu'une journée. Mhm. Le lendemain, j'étais rétabli. D'accord. Donc je suis allé au retrait de Dossard, donc c'était prévu qu'on se rejoigne avec Pascal Martin. Donc, La personne dont tu parlais dans voilà. la première partie de l'épisode. Ouais. Voilà. Du coup, on s'est retrouvés là-bas, c'est vrai qu'on a passé quasiment tous ces jours ensemble. Puis j'ai rencontré aussi un gars exceptionnel qui s'appelle Abdé. On le voit sur ta vidéo, effectivement. Sur voilà. Malheureusement, on n'a pas pu faire une partie de course ensemble, s'il a un meilleur niveau que moi déjà. Mhm. Mais avant course et après course, on a vraiment passé de bons moments avec lui. C'est un mec au grand cœur, qui court pour 2 associations. Mhm. Donc il court pour, si je dis pas de bêtises, je crois c'est la Sclérose en plaques, ouais. Mhm. Et la Diagonale des Sans Voix, qui est une association pour les chiens à la Réunion, les animaux, les chiens et chats. Il est de là-bas, Abdé ? Non, il est d'ici, Il est d'ici. du Var, là, de la Garde. Lui, il a fini en 43 heures, je crois, ou 53, 43, il me semble. Ah ouais. Donc il a quand même un bon niveau. Oui. Donc c'est vrai que j'ai profité de tous ses conseils, parce que lui, il avait fini 2 fois sur les 4 participations. Mhm. Donc il m'avait expliqué au départ ce qu'il faut faire attention, les chutes, les blessures dès le départ. Mais ils m'ont expliqué pas de choses. Le premier ravito où il faut sortir vite et pas faire la queue pour l'eau parce qu'il y a des robinets à l'extérieur pour de suite se ravitailler derrière. Donc après j'ai fait des petites conneries de débutant, hein, c'est-à-dire aller trop fort au début, partir avec 2 litres et quelques d'eau alors que même pas 250 ml aurait suffi et tu remplissais après le 15e quoi. Donc voilà, des petites conneries comme ça, mais bon après Il t'a donné pas mal de conseils qui t'ont aidé ouais. et ça t'a rassuré dès le début ou il t'a rassuré ou... Parce que toi t'étais dans quel état? T'étais plutôt moi stressé, plutôt angoissé, non? Entre les deux, non, mentalement j'étais là, j'avais mes objectifs, mon temps, j'irais tranquillement. Je savais que voilà, Serein, quoi. On m'avait dit voilà, si la hausse, il faut être frais. Ça on me l'avait bien dit et redit. Si la hausse c'est quel kilomètre? C'est au 65 je crois. D'accord. Donc et c'est vrai que j'ai rencontré vraiment des gens, voilà, il m'a expliqué tout ça et tout et donc pour te raconter un peu la course, donc au 15e ça va super bien et après on est monté en altitude, je crois à 2000 mètres d'altitude et là il a fait très très froid, je crois on est tombé en dessous, alors on a frôlé les 0 degrés. À ce moment-là t'es dans la nuit? Ouais, je suis dans la nuit. Et là d'un coup j'ai eu un peu comme une hypothermie, c'est-à-dire je me suis mis sur le côté et j'ai vu le peloton passer pendant plus d'1 heure. D'accord. Voilà. Vraiment ça a été moi le moment vraiment Ça faisait dur combien de pour moi temps de la que tu course. courais? Ah ça faisait pas longtemps. Hein. Ça faisait pas longtemps. Ça faisait 2h30. Hein. D'accord. Et du coup j'avais pas eu encore les bouchons. Mais vraiment un coup de froid et j'avais plus à bouger, à me réchauffer. Du coup mentalement je me dis bon il faut que je reparte parce que là je vais bloquer, je vais rester là quoi. Donc je suis reparti. Donc j'ai perdu 500 places ou 700 au classement je crois à ce moment-là. Et donc du coup après il y a eu quelques bouchons qui ont fait que le rythme est descendu. Voilà, c'est au moment où il y a les escaliers là, pour passer les clôtures, des genres d'échelles. D'accord. Ouais, on les voit dans les vidéos. Ouais, voilà. Et donc là je suis vraiment rentré dans ma course. J'ai bien géré jusqu'à Sillaos. Sillaos, j'ai pas pris de douche, je crois que je me suis assoupi 7 minutes. Sillaos, il me semble que c'est la base de vie où il y a le stade. Ouais, c'est dans un stade, c'est ça? Tout à fait. Donc je me suis allongé sur la pelouse, j'ai mangé, j'ai pas pris de douche, mais j'ai pris 7 minutes, j'ai mis le chronomètre 7 minutes pour dormir. Et j'ai juste changé les chaussettes, le t-shirt, je suis reparti. Et j'avais vraiment dans la tête l'objectif, c'était vraiment de passer le Maïdo quoi. Donc ma course pour moi c'est comme ça se finissait au Maïdo. Et donc du coup on passe Sillaos, donc on monte le Taibit, qui le Taibit pour moi je l'ai passé de nuit, je l'ai trouvé, moi il m'a pas, malgré que ça soit sur le papier c'est quelque chose qui monte énormément,
J'ai pas. T'as pas ressenti Non, j'ai pas trouvé ça très difficile. Peut-être le fait de l'avoir passé de nuit. Le fait d'avoir passé de nuit, tout à fait. Donc il y avait la tisane à mi-parcours là, la tisane ascensionnelle. Donc ça c'est super bien. La tisane ascenseur. Voilà, la fameuse tisane ascenseur qui est. Ils sont une poignée là-bas à distribuer la tisane juste avant le col du Taibit. Avec un genre de Père Noël, moitié Père Noël, moitié Saint-Nicolas. Enfin, on sait pas ce que c'est, ou Clovis. Il y en a qui disent que c'est Clovis. Et on sait pas. Tu me dis si je me trompe, mais on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est ça? Tout à fait, ouais. Bon, moi je sais que j'ai l'estomac solide, donc j'en ai pris 2. Ouais, à 2 quand même. Ouais. D'accord. Donc le Taibit s'est bien passé. J'étais avec un petit groupe de coureurs pour la redescente. Il y en a qu'un qui voulait parler. Un Belge d'ailleurs, je sais même pas son prénom, son dossard, je l'ai vu. C'est pas le Belge dont tu parlais, qui parlait anglais avec toi la dernière fois, non, ça n'a rien à voir. Non, pas l'OCC là, il était plus fin et plus petit. Et... Ça n'a rien à voir. Ouais, et du coup, je l'ai jamais vu sa tête parce qu'en plus, voilà, enfin, on a discuté tout le long. Il était derrière moi. Et puis je sais pas, à un moment donné, on s'est perdu au ravito de Marla, je crois. Et je sais même pas la tête qu'il a, donc s'il se reconnaît. Mais bon, on a passé un bon moment, c'est vrai que la descente, je l'ai pas vu passer. Et puis arrive le cirque de Mafat. Voilà, le cirque de Mafat. Qui est au kilomètre combien? Qui pour moi, qui est haut, on va dire entre après Sillaos, donc après le Taibit. Enfin, le Taibit en fait partie normalement. Mais pour moi, c'est vraiment le pire. Ça a été après le Taibit. Donc les descentes vers Marla et je sais plus. Là, c'est vraiment. J'ai vu des scènes. Je savais qu'il fallait que je sorte le plus rapidement de là. C'était pas catholique? Non, non, non. Tu peux un peu décrire? Bah écoute, on dirait un champ de bataille, c'est-à-dire tu vois des coureurs de partout dans la forêt, sur tous les sentiers. Sous les couvertures de survie. Voilà. C'est les gens qui essayent de dormir, d'autres qui parlent un peu fort pour les réveiller, pour avoir une place. Et c'est vrai que là, moi j'étais dans l'idée de suite d'aller sur Roche Plate et t'avais faire pas le envie de McDo. rester là, quoi? Non. Au départ, je voulais dormir, mais je me suis allongé genre 2 secondes. Et j'avais même pas de place. J'ai vu un mec, c'est un peu, je l'ai un peu décrit dans mon compte rendu, mais pas dans la vidéo. Un mec qui se tenait sur la tête contre un arbre et on aurait dit qu'il avait perdu la tête, c'est-à-dire il commençait à uriner, puis je recevais un peu des gouttes d'urine sur moi. Enfin, c'était pas très. Pas top. Donc je l'ai un peu engueulé, mais en fin de compte, vu l'état, enfin je pouvais pas. Il était pour rien, voilà. Donc je suis reparti comme si de rien n'était, et puis. Vraiment, il fallait en sortir. Enfin, de nuit, c'est dur d'être dans cet environnement, dans cette ambiance-là. J'imagine que ça doit être compliqué. C'est glauque. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super glauque et déprimant. Donc, et toi, t'étais dans quel état d'esprit là? T'étais quand même plutôt bien ou? Non, physiquement, j'étais pas bien. T'étais pas bien? Moi, ce qui m'a le plus cassé les jambes, encore plus que le McDo, le Taibit, c'est le Koto Kervegen. Donc le premier, d'ailleurs, même un Réunionnais avec qui j'ai un peu parlé sur la vidéo, me l'explique. Il disait la vraie saloperie du Grand Raid, c'est ça, c'est Koto Kervegen. Parce que c'est vrai que peu de gens le filment, mais la montée, elle est interminable. C'est un peu de la boue, c'est des racines mouillées, et surtout la descente vers Sillaos, je crois que tu te prends 700 D+ sur 3 bornes. Et donc on parle beaucoup de la remontée du Mafat ou du Taibit, mais en fait celle-là, elle t'a fait plus mal, quoi. Ouais, Kervegen, franchement, je me dis si c'est... Alors quand on le voit sur le profil, tu te dis bon, mais ça va, c'est rien. Mais mentalement, c'est dur, hein. Franchement, c'est surtout moi qui n'aime pas trop les descentes et qui n'ai pas trop de l'équilibre. Tu glisses pas mal sur des racines, tu te tiens sur ce que tu peux. Ça bouchonne un peu forcément parce que y a qu'une place. Et ça, c'est une descente, tu dis? C'est une descente. En plus, c'est super exigu. Tu peux pas doubler, donc tu es obligé un peu d'attendre. Et justement, Pascal Martin, il y a eu un coureur qui est tombé dans la descente de Sillaos et un mec s'est bloqué le dos. Du coup, lui, il a dû abandonner parce qu'en fait, il a dû attendre que l'hélico intervienne pour soigner ce mec-là. D'accord. Et ils ont perdu, je crois, 20 ou 45 minutes, je crois, d'attente. Et ils étaient bloqués? Ils étaient bloqués parce qu'on peut pas passer, en fait. C'est dangereux il y a qu'une personne qui passe. Et du coup, ils ont pas pu finir la course parce que le barrière horaire après c'est compliqué, quoi. Puis tu es au milieu de nulle part, donc forcément il y a qu'à Sillaos où tu peux entre guillemets repartir par une voiture ou une navette. Après c'est fini, quoi. Après quand tu es dans Mafat, tu peux le faire par tes propres moyens, quoi. Tu as plusieurs heures de marche avant de récupérer la route, quoi. Et encore, faut que quelqu'un te récupère, quoi. Je crois que l'organisation prévoit rien pour ça. C'est vrai que moi je suis passé avant ça, donc j'ai eu de la chance. Donc le Taibit se passe bien, j'arrive à Roche Plate, j'avais une avance, je crois, de 1,45, j'étais pas loin de 2 heures. Arrive la montée du Maïdo,
C'est vrai qu'il était dur parce qu'il faisait chaud. Très longue aussi parce que les premières parties de la montée du Maïdo, entre Rocheplate et Maïdo, assez technique aussi. Des grosses marches, des gros cailloux. La fin est plus facile, donc ce qui est bien, c'est que c'est vallonné. On entend en fait les gens à l'arrivée qui te disent, qui t'encouragent. Donc tout le long, ça t'encourage à monter, à faire l'effort parce que tu sais que tu es pas loin, tu les vois, tu les entends. Donc et puis arriver au Maïdo, c'est comme si t'arrivais sur la ligne d'arrivée. Je pense qu'il y a plus d'ambiance même à arriver sur le plateau de Maïdo qu'à l'arrivée elle-même. Hein. On le voit sur toutes les vidéos, on voit effectivement qu'il y a énormément de monde de cette partie-là. Et c'est une partie qui est un peu mythique. Et donc toi tu passes cette partie-là et après donc... Moi mentalement c'est là où je me suis un peu libéré, c'est-à-dire que dans ma tête, bon ça y est, tu l'as fini la course. Voilà, après tu peux avoir une blessure ou quoi, mais je me dis physiquement, vu les barrières horaires, l'état de fraîcheur que j'avais... Et là j'insiste un peu par rapport aux gens qui connaissent pas la course, comme moi notamment, mais arrivé en haut du col de Mafat, t'es à combien de kilomètres? Il reste combien de kilomètres à faire? Alors, quand tu arrives en haut de Maïdo, pardon. Si je dis pas de bêtises, tu dois être à 115 ou 120 dans ces eaux-là. Et donc là, c'est vrai que le Maïdo, moi qui était qui était un peu coupé du monde, je regardais un peu les messages WhatsApp de la famille et de la team. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis permis un petit moment de faire une petite vidéo en direct, de parler à mes proches, leur montrer un peu comment c'était le paysage. Ouais. Et ça a eu un effet libérateur cette arrivée. Ouais, tout à fait. Et là, j'étais super bien et j'étais assez confiant pour la fin de course parce que bon, j'étais quand même bien. Je voyais les autres coureurs, c'est vrai que dans un état pas possible quoi. Donc voilà, moi je savais que je descendais. Je me suis dit bon là, je vais prendre le temps de me reposer, de prendre soin de moi. Même si j'ai pas pu changer les chaussures parce que j'avais les pieds gonflés, donc j'ai pas pu enfiler ma deuxième paire parce qu'elle rentrait pas. Donc à Ile Savannah, là, tu sais, le deuxième ravitaillement où tu peux récupérer ton sac. Donc tu as le droit de prendre ton sac, récupérer des chaussures et ainsi de suite. Mais moi j'ai pas pu les changer, donc j'ai fini comme ça. T'as fait la jack avec une seule paire de... Ouais, avec une seule paire qui est partie à la poubelle à la fin. J'imagine. Forcément, parce qu'elle était déchirée sur tous les côtés. Quoi. Donc, moi, j'avais entendu beaucoup que la fin était pas si belle que ça. L'arrivée sur Saint-Denis et tout. Moi, j'ai pas trouvé, honnêtement. Tu finis par une descente qui te fait arriver sur Saint-Denis. Moi, je trouve pas ça. C'est logique, en fait. Tu sors de la jungle, quoi. Et tu arrives sur la côte, sur le stade de la Redoute. Tu es arrivé 2 jours, toi. Moi, je suis arrivé 2 jours, ouais. D'accord. Et donc, là, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette arrivée? Dans quelle sensation tu étais? Explique-nous un peu ce moment-là, ces derniers moments. Écoute, il y a Pascal Martin qui m'attendait. Donc, je sors de la dernière côte, là. Donc, on sort de la forêt. On arrive sur du goudron, je crois, direct, il me semble. Oui, c'est ça. Donc je vois Pascal au loin, je fais à peu près 200-300 mètres là, je vois Pascal au loin, donc il me filme, et c'est vrai que je suis allé comme un taré, c'est-à-dire je sais pas pourquoi, j'ai foncé comme un malade au lieu de profiter. Oui c'est ça, j'avais plus mal, j'avais plus rien, et Pascal me filmait en même temps, et c'est vrai que je suis allé peut-être un peu trop vite, il avait du mal à me suivre, et il nous a dit de ralentir, et puis j'avais tellement envie de franchir cette ligne d'arrivée que il y a plus rien qui comptait quoi. Et bon, je veux dire, l'adrénaline, tout est redescendu de suite parce qu'en fait, il y avait des coureurs avec une banderole. Il y avait un des leurs qui était mort, un ancien trailer qui était mort, je sais pas pourquoi, mais quelqu'un qui était connu là-bas. Et donc du coup, ils étaient tous devant la ligne d'arrivée, donc j'ai dû m'arrêter, puis arrêter ma course et les regarder, attendre qu'ils passent la ligne d'arrivée, quoi. D'accord. Donc je suis vite redescendu et puis j'ai attendu mon moment pour passer cette ligne d'arrivée. Pour célébrer quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une joie inexplicable quoi. C'est quand tu l'as pas, ça y est, c'est fait quoi. C'est un rêve d'enfant. Et tu réalises à ce moment-là que tu as réalisé cet exploit-là? Pas de suite. Il y a qu'une envie, c'est dormir. Ouais. Donc je me suis mis sous. T'as passé combien 2 ou 3 nuits? 3 nuits? J'ai passé 3 nuits. La troisième nuit, je l'ai faite. Ouais, tu l'as faite. Ouais. Et donc je passais je crois 1 heure ou 2 sous une table à roupiller là pendant que les collègues me ramènent et non c'était vraiment bien mais voilà le problème c'est maintenant quand tu as fait quelque chose, tu as accompli la course de rêve, qu'est-ce que tu fais après quoi? On va en parler justement, on en a un petit peu parlé juste avant de lancer l'enregistrement. J'ai l'impression que t'arrives pas à apprécier le fait d'avoir fait ça. Est-ce que je me trompe? Je me dis, c'est fini, tu l'as fait, mais
voilà, qu'est-ce que tu vas faire d'autre qui va être aussi alléchant, quoi. Donc bon, j'ai quelques petites idées, mais c'est pas des courses de rêve, des courses dont je rêvais. Donc Ça, c'était vraiment l'objectif ouais, dont tu rêvais, lorsque tu en parlais, tu avais les étoiles plein les yeux, et aujourd'hui, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire après, c'est ça? Ouais, à part le refaire, je me dis le refaire et faire un meilleur chrono, parce que maintenant tu as un peu moins de retenue, tu connais un peu le parcours, donc tu te dis bon, ouais, je pourrais le faire en temps de temps, quoi. Et ça génère un peu de déception, un peu d'amertume, cette sensation-là, le fait d'avoir réalisé, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le fait d'accomplir un rêve tel que celui-ci, Écoute, ça génère de... je t'avoue, j'ai d'autres objectifs, mais après c'était vraiment lui qui tenait le plus à cœur. Donc j'aimerais bien aussi faire le Tour 160 ou le Tour des Gens un jour, le Marathon des Sables. Quelques courses comme ça qui m'attirent, moi, qui me donnent envie. Mais j'ai peut-être plus envie encore de refaire la diagonale que ces courses-là. Donc, tu veux y retourner l'année prochaine, dès l'année prochaine? J'ai envie de retourner en famille. J'ai envie de retourner avec avec les mêmes amis que j'avais, puis d'autres qui sont dans la team, de faire partager ma petite expérience maintenant et vraiment leur faire partager toutes les émotions que j'ai ressenties. J'ai une petite pensée pour ma femme et une petite anecdote aussi. C'est-à-dire que ma femme, elle a été super patiente et ça a été un peu difficile pour elle pendant ma course. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai perdu mon chien le jour, au moment du départ de la course. Donc ton chien qui était resté, lui, voilà. En métropole, quoi. Tout à fait. On a adopté un chien qui a été maltraité dans les îles. D'accord. Qui a servi certainement d'appât pour les requins. D'accord. Qui a une oreille mangée, quoi. Et du coup, on l'a eu à l'âge de 11 ans. Vous l'avez récupéré? Voilà, ça faisait 2-3 ans qu'on l'avait récupéré par le biais d'une association. Et on s'est battu pendant 6 ou 8 mois pour le cancer de la peau. Il avait parce que c'est un chien blanc, et en fait, il faut savoir, ce chien est resté toute sa vie enchaîné. Et du coup, il a contracté un cancer de la peau. D'accord. Et c'est vrai qu'au moment du départ, au moment où j'allais pour prendre l'avion, partir pour la Réunion, je lui ai dit un au revoir. Mais je savais quasiment au fond de moi que je le reverrais plus. Donc c'était dur mentalement ça. Et c'est vrai que le jour du départ... Quand t'es parti, tu l'avais déjà perdu? Non, je le savais pas. Mais au moment du départ, ma femme, elle prenait le chemin de la clinique pour mettre fin à ses jours parce qu'il souffrait trop. D'accord. Et du coup, là, c'est vrai que quand je suis parti, il avait du mal à respirer déjà. Donc ça avait commencé à attaquer les voies respiratoires. Bon, je me suis dit, bon, j'ai pas de nouvelles, je lui ai demandé, non, ça va. Et pendant ces 3 jours, vu que j'étais vraiment dans ma coquille, jusqu'à l'arrivée, le lendemain et tout, j'ai pas demandé de nouvelles, j'avais un peu peur de demander de nouvelles. Ouais. Et c'est là qu'elle m'a dit, non, pendant que tu as fait ta course, on a été obligé de l'euthanasier. Donc tu l'as appris après l'arrivée de ta course. Après la course, ouais. Ouais, donc je comprends, ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a pas montré quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'ai eu des messages d'encouragement via WhatsApp par elle aussi. Partout. Elle t'a préservé, quoi. Ouais, elle m'a préservé justement pour que je la finisse, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose. T'aurais pas pu sinon? Non, je pense pas. Je pense que je l'aurais eu dans la tête. Ça faisait combien de temps que tu l'avais? Ça faisait 2 ans et demi, presque 3 ans quasiment. D'accord. Donc c'est vrai que ça a été dur. Et juste après ça, il y a une association qui m'a contacté, la Diagonale des Sans Voix, qui m'a contacté par rapport à ma vidéo, justement, comme quoi elle avait apprécié ma vidéo, parmi d'autres gens qui me l'ont dit aussi. Mais c'est vrai que elle m'a posé des questions par rapport j'avais une photo de profil avec un chien, c'était pas celui-là, mais c'était mon autre chienne, qui a un staff aussi. Du coup, je lui ai raconté mon histoire par rapport à ça, le départ de la Jag, le chien et tout. Donc du coup, c'est vrai elle m'a fait un petit article sympa sur ça, sur l'histoire que j'ai vécue avec la perte de mon chien. Et donc du coup, je me suis proposé aussi de courir pour eux, quoi. Et en fait, le but, c'est sur le Grand Raid, par exemple, à partir d'un certain kilométrage, tu récupères un chien. Donc ça peut être un husky ou n'importe quel chien de race. Et tu cours avec lui sur 10 bornes, sur une partie de la course qui est autorisée par les organisateurs. D'accord. Pour cette association, pour la maltraitance qu'il y a sur l'île de la Réunion ou d'autres. D'accord. Là, c'est spécifique pour l'île de la Réunion. Et donc du coup, voilà, je leur fais un mea culpa et un bonjour
tendre parce que voilà, c'est vrai que c'est des gens comme ça qui font que il y a moins d'animaux laissés à l'abandon. D'accord. Et non, dis-moi si je me trompe, mais tu as couru avec un chien ou c'était Non, possible, mais tu le savais pas à l'époque? Enfin, quand t'as Je fait le ton savais pas, grand je raid. connaissais pas D'accord. l'association. C'est après coup qu'ils t'ont contacté. Abderrahman a couru pour l'association. Ouais. Donc, je crois sur la course elle-même. Je crois qu'il a couru avec Husky, si je me trompe pas, parce que j'ai vu certaines photos. D'accord. Peut-être c'était sur une autre course, mais du coup, en tout cas, il courait pour l'association parce qu'il avait le badge là. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui me tiendrait à cœur, moi. Et je voulais aussi mettre en avant l'association Les Yeux de Vic, pour qui Pascal Martin court. Et du coup, je remercie aussi Pascal parce qu'en fait, il a suite à son abandon, il a récupéré la moitié de mes images, donc ma vidéo, pour finir son film reportage Inside. Et du coup, ce qui lui a permis aussi de mettre en avant son association Les Yeux de Vic. Et par la suite, j'ai été invité donc à l'avant-première de sa vidéo. Et donc j'ai pu faire connaissance de Vic, qui est atteint d'une maladie infantile, qui est aveugle de naissance donc. D'accord. Et donc ils ont pu m'expliquer un peu leur projet pour Vic, qui est de skier, d'avoir un casque qui permet de suivre d'écouter à droite, gauche, enfin D'accord. De représenter la réalité, quoi. Tout à fait. Il y a pas mal de projets qui sont pas mal. D'accord. Donc j'étais super heureux aussi de courir pour cette association par le biais des vidéos et de les mettre en avant. Et d'accord. Voilà. Petit message à Antoine qui a été un de mes premiers invités sur le podcast et je salue son association Basket au Pied Fondation qui œuvre pour faire profiter de la réalité virtuelle aux enfants des hôpitaux dans les hôpitaux et qui par le biais de la réalité virtuelle permet de faire voyager les enfants dans les hôpitaux. Donc je fais une grosse bise à lui et à toute son équipe. Et donc, on a parlé dans la première partie de l'épisode. Est-ce que tu as eu des impondérables, comme tu disais que tu avais l'habitude d'avoir? Bah écoute, oui. J'ai eu ma lampe qui a lâché. Donc, je sais plus où c'était d'ailleurs. En pleine nuit, de toute façon. Et elle m'a lâché et heureusement il y avait une traileuse qui m'a prêté qui m'a donné même parce que je l'ai pas retrouvée. J'ai essayé de la retrouver. J'avais pris en photo son dossard mais de nuit ça n'a pas marché forcément. Et du coup même avec une batterie de secours, c'était la lampe qui avait lâché donc je pouvais rien faire. Donc je me suis allumé avec mon portable. Heureusement. Encore qui sont dans les portables. Voilà. Et heureusement moi j'avais prévu trois batteries de secours, 3 recharges de batterie portable, donc du coup j'étais équipé pour recharger mon portable et donc pendant 3 heures j'ai fonctionné avec mon flash à la main pour à l'ancienne. À l'ancienne, alors je te dis pas une main qui tenait les racines pour descendre et puis l'autre qui tenait le portable, c'était pas évident. Et ça c'est la troisième ou la deuxième nuit? C'était pas la troisième, c'était la deuxième nuit. D'accord. Et donc du coup heureusement, tu vois, comme quoi je manque d'expérience, c'est-à-dire que m'expliquer, moi je cours toujours avec une deuxième lampe. Alors une deuxième lampe qui est bas prix, mais bon. En secours, quoi. Voilà, une lampe de secours et du coup elle m'a dépanné. Et, heureusement qu'elle était là, quoi. C'est vrai que je sais pas comment j'aurais fait. D'accord. Mais comment tu as fait du coup sur donc du coup sur la troisième nuit, c'est avec cette lampe-là que. C'est avec cette lampe-là que j'ai fini. Et puis pour en revenir péripéties, quelque chose un peu de normal, on va dire, des hallucinations. Donc moi j'ai vu des choses incroyables. Raconte-nous ce que tu as vu. On aimerait savoir. Allonge-toi sur le canapé. Écoute, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc c'était un petit peu avant le chemin des Anglais. Donc avant d'arriver à Possession, on est parti bitumer, mais après on finissait dans la forêt, on redescendait. Donc là j'ai vu plusieurs fois un ravito dans la nuit, je voyais du bleu, du rouge, je dis ça y est, on y est presque et tout. C'était ça toutes les nuits ou non, à partir de la deuxième? Que la troisième nuit. Que la troisième. Que la troisième nuit. Et donc du coup ce ravito, au fur et à mesure que j'avançais, il s'éloignait. Et j'ai jamais compris en fait ce ravito. C'était un oasis en fait. Il a disparu. Un oasis dans le désert. Voilà, tout à fait. Et en fait après j'ai vu quoi? J'ai vu sur le côté gauche, j'ai vu je pensais qu'il y avait des gens qui étaient en terrasse alors que c'était le vide quoi. Et du coup non, c'était des grandes plantes. Et même de jour?
Non, 2 jours, ça Pas m'est de pas. jour. Non, 2 jours, ça Pas m'est de pas jour, arrivé. que de nuit. Ça m'arrivait que de nuit. Alors, vraiment, le truc marquant, par contre, c'est le chemin des Anglais. Mhm. Alors, ce qu'il faut savoir, t'as des petites mousses blanches, en fait, qui sont un peu fluorescentes sur les pavés volcaniques, là. Et du coup, à chaque fois, moi, je trouvais une forme bizarre. Alors, je voyais ces formes qui bougeaient, ou je voyais des dessins. Je me disais, un enfant, il a dessiné ça. Et là, il a dessiné ça. Non, et en fait, c'était juste des trucs naturels, des dessins. Enfin, c'était même pas des dessins, maintenant, je pense. C'est des, C'est des formes. Quoi. c'est des fluorescences normales. Mais bon, je voyais toujours, voilà, je voyais un personnage, je voyais un ours. D'accord. Donc les hallucinations existent bel et bien Ouais, sur les ultras. Mais tout à fait. Mais alors par contre, tu vois, vu que je le savais et j'en étais conscient, ça m'a pas inquiété plus que ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Je me dis bon, c'est normal, c'est ton cerveau qui manque de sommeil et ça va passer. Tu l'avais déjà pris en compte avant la course. Oui, Quoi. tout à fait. Puis après le chemin des Anglais, de toute façon, je me suis bien posé. Donc j'ai dormi justement avec un petit groupe de musiciens là qui m'ont On le voit sur ta vidéo. voilà qui m'ont fait une petite chanson. Une petite berceuse. Voilà, et après j'ai dormi sur leur présentoir. Ils m'ont fait une petite berceuse pour m'endormir, justement. C'était vraiment, ça c'est vraiment C'était un beau souvenir. mon plus beau souvenir, je pense, du raid, ouais. Franchement, ils m'ont même accompagné jusqu'au chemin des Anglais, ils ont arrêté de chanter. D'accord. Et c'est vrai que je vois beaucoup de coureurs qui passaient, qui s'en foutaient, en fait. Bon, il les remercie en passant, hein. Ouais. Attention, hein, je dis pas que, mais voilà, ils me prêtaient pas plus attention que ça. Et moi, vraiment, ça a été mon rayon de soleil dans la course. D'accord. Ce moment de partage que j'ai eu avec eux bon, j'ai fait un petit appel justement pour les retrouver, pour les remercier de vive voix. On essaye, hein. Alors on voilà. essaie de lancer un appel à notre tour sur le podcast. Donc c'est un groupe de 3 musiciens qui jouent à quel niveau niveau de la jag? Alors c'est entre Possession et le chemin des Anglais. C'est juste avant le chemin des Anglais, quand on longe la voie rapide au niveau de la côte. D'accord. Donc si vous connaissez ce groupe de musiciens, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Julien sur Floki Trail ou sur Let's Trail sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Voilà. Donc sur la première partie de l'épisode, tu avais peur de la gestion du sommeil. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a été le plus compliqué à gérer. Tu en as pas parlé depuis le début, donc. Non, parce qu'en fait, en fin de compte, la première nuit, j'ai eu envie de dormir. À part ces hallucinations, bien sûr, mais. Voilà, je commençais à tituber. Je voyais que je voulais vraiment me poser, dormir. Comme il faisait trop froid, j'ai dit bon, allez, patiente jusqu'au lever de jour. La deuxième nuit, je l'ai bien géré, pas d'envie de dormir, bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais vraiment la troisième nuit, je savais que j'avais bien géré, j'étais à l'aise au niveau des barrières horaires. Comme je t'ai dit, je profitais vraiment de la fin de course, donc je me suis permis 2 fois 20 minutes et 15 minutes. Tu as dormi combien de fois et combien de temps sur la totalité de la course? Bah écoute, j'ai fait 7 minutes à Sillaos et 15 et 20, donc avec le groupe de musiciens c'était 20 minutes et j'ai refait 15 minutes avant le Colorado, donc le dernier une heure quoi en gros en tout à peu près, à peu près, ouais, à peu près une heure. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Non, mais je pense que je pense que non seulement c'est pas énorme effectivement, mais je pense que même si je manque d'expérience là-dessus aussi, c'est ce qui t'a permis de pas trop subir la fatigue parce que tu as fractionné tes heures de repos et ça, je pense que ça t'a aidé à surmonter cet aspect-là, quoi. Tout à fait, j'ai toujours été dans la gestion de course, donc du coup, c'est vrai que je pense quand même la grosse réussite, malgré peut-être le chrono qui n'était pas vraiment dans mon objectif. Je pense que voilà, c'est pas l'objectif que je m'étais fixé, je voulais faire entre 52 et 55 heures, donc 61 heures. Bon, après, il faut pas être trop regardant sur le chrono, le truc c'est de le finir. Mais voilà, vraiment dans la gestion de course, du sommeil et tout, je suis assez satisfait. Au niveau de l'alimentation, pareil. Alimentation super, je sais que là c'est du solide. Ouais, tu es résistant, toi. T'as de la chance. Je peux vous faire n'importe quoi. Ouais. Ça c'est vrai que. Après musculairement, non, j'ai pas eu trop de séquelles. Bon après j'ai eu énormément d'ampoules comme tout le monde, des douleurs aux genoux. C'est vrai que une partie de montée. Après bon, il y a une technique à monter. C'est-à-dire moi c'est vrai que le genou gauche était super enflé parce que je me suis cogné le genou sur un rocher. Donc je pense que j'ai passé 30 ou 40 bornes à soulever mon genou avec les bras pour monter et du coup j'avais un peu l'épaule droite bloquée. Alors intéressant, tu soulevais ton genou pour monter dans les montées. Surtout les grosses marches du Maïdo et certaines parties où vraiment on va dire les marches faisaient plus de 40 cm, donc j'arrivais pas à soulever plus que ça, j'avais mal aux adducteurs et le genou gauche était super enflé. Sur un truc anodin, j'ai tapé le genou contre un rocher et le lendemain avec l'humidité, il a un peu gonflé.
Et du coup, j'arrivais pas à le plier complètement. Donc, mais c'était gérable, c'était pas quelque chose qui m'a plus gêné. Enfin voilà, je savais que voyant les autres coureurs dans quel état ils étaient, moi j'étais pas à plaindre quoi. Donc voilà, c'était un peu dur sur certaines parties, mais ça va. Et on parle souvent, la première chose dont on parle quand on parle de la Diagonale des Fous, c'est l'ambiance et la mentalité des gens sur place. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, bon, il y en a qui vont pas apprécier, mais écoute, concernant les Réunionnais, j'ai trouvé ça formidable. Par contre, je pense que nous, les métropolitains, on a quelque chose à revoir. C'est-à-dire, on a peut-être nos mentalités, je sais pas, enfin, j'ai vu quelque chose des choses qui m'ont déplu. Certains coureurs qui, parce qu'ils faisaient le Grand Raid, voulaient passer avant le Zembroka Trail et demandaient clairement à passer avant. Nous on fait ça, enfin voilà, ça c'est quelque chose que je trouve pas normal. Il faut rester à sa place. Il n'y a pas de hiérarchie entre trailers. Voilà. Et je dis pas que c'est tout le monde, attention, mais je pense qu'il y avait des petites habitudes, voilà, qui font que. Déjà pour les Réunionnais c'est vraiment une fête nationale. Moi je trouve le Grand Raid, c'est pas pour rien que c'est un trail où il y a du feu d'artifice, il y a les mecs, il y a des bouchons, enfin des bouchons, des spectateurs pendant 7 ou 15 kilomètres qui sont là, ou au beau milieu de la nuit ils sont là aussi, enfin c'est de la musique. Je te remercie d'ailleurs pour les images que tu as prises lors du départ où tu filmes pendant un sacré moment sur ta vidéo. Donc bien sûr à retrouver sur Floki Trail les feux d'artifice que vous avez eu au départ. Et c'est quelque chose que je pense que c'était peut-être la première année, je sais pas du tout. Mais c'était exceptionnel quoi. Non, c'est pas la première année qu'ils font le feu d'artifice. Chaque année, enfin je sais pas depuis combien d'années, mais par contre c'est vrai que je connais pas d'autres trails où il y a autant de monde, autant de ferveur. Pendant des kilomètres et des kilomètres. Et au beau milieu de la nuit, tu peux être... tu te dis merde, je suis tout seul, ça fait un moment que je marche. Et d'un coup, il y a des gens qui t'attendent au beau milieu d'un sentier avec un feu et ils te remontent le moral, ils ont toujours un petit mot gentil, franchement c'est... Alors ce que j'ai moi entendu dire à plusieurs reprises, c'est que ce Grand Raid est l'événement annuel de l'île et qu'il a permis de rendre une visibilité à l'île qu'elle cherchait. Et effectivement, c'est plus important que ce que l'on pense pour eux. Dis-moi si je me trompe, mais c'est vraiment quelque chose de hyper important pour la Réunionnais, la Diagonale des Fous. Ah mais tout à fait, hein. Je vais te dire, j'ai pas une anecdote. Donc nous, on est facilement identifié comme métro quand on arrive sur l'île. Hein. Et petite anecdote, donc juste après mon passage où j'ai eu de la fièvre, je vais à la pharmacie pour récupérer des patchs et je rentre et la femme, j'ai pas un mot à dire, elle me dit bon par contre avec le Grand Raid, vous savez que vous avez 20% et tout sur les patchs. Ah bon? Je dis mais comment vous savez que je suis de Grand Raid? Elle me dit ça se voit, on a l'habitude. C'est vrai que pour eux c'est vraiment c'est leur événement quoi. Mais ça va même plus loin apparemment, c'est même sociologique quoi. Je pense que c'est même une fête nationale, je suis pas sûr qu'il y ait autant de ferveur le 14 juillet malgré que ce soit un territoire français. C'est clairement ça. J'ai vraiment hâte de retourner à la Réunion et de pouvoir profiter de ça quoi. C'est clair que ça fait envie. Ah oui, je pense qu'il y a de sacrées retombées économiques, mais pour avoir un peu parlé avec le président du Grand Raid là, monsieur Chico je crois. Et c'est vrai que ils mettent en avant le côté un peu, côté tradition de ce Grand Raid. Ils veulent pas trop évoluer, un peu comme l'UTMB. Je vais pas dire du mal l'UTMB, mais non, mais effectivement, ils veulent. Je pense que, dis-moi si je me trompe, mais ils veulent garder le côté un peu authentique de la Diag du départ. Départ. Ils veulent garder l'aspect authentique, même si c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Mais je pense qu'ils veulent pas trop moderniser, justement, pour rester dans cet aspect authentique de l'île. Et je pense qu'ils ont raison, de mon point de vue. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est pour ça peut-être aussi qu'ils sont partis du World Championship, l'Ultra Trail World Tour. Ouais, l'Ultra Trail World Tour, ils en sont sortis justement cette année. Parce que ça convenait certainement pas à leur idée. Je vais expliquer pour ceux qui sont peut-être pas au courant, sur la Diagonale des Fous cette année. Je crois que c'est au début de course, si je me trompe pas, il y a eu un défaut de balisage volontaire ou non, avec le Zembroka Trail, qui a mal aiguillé en fait les coureurs de la diagonale et qui les a amenés sur le mauvais chemin.
Ouais, donc ce qui a fait perdre un certain nombre de temps au tout premier, qui a effectivement suivi ce mauvais chemin, et ça fait grand bruit au travers de toute la communauté. Donc toi tu disais que tu as subi aussi Alors je l'ai la pas subi au problématique. début, mais nous c'était une erreur de balisage, c'était nous qui étions à l'origine de l'erreur et pas le baliseur. C'est-à-dire qu'en fait, on a à un moment donné, on s'est trompé. Et quand tu suis bêtement une file, Bien sûr. moi je me suis posé C'est le question, travail, j'en ai hein. parlé à un trailer et non, c'est là, c'est là. Bon, et en fin de compte, on n'a pas fait énormément, on a fait 6 ou 8 km de plus. Bon. Mais c'est un peu déroutant quand tu reviens au même endroit, tu fais une boucle, tu reviens au même endroit où tu étais et donc tu perds du temps. Avec la fatigue, c'est vrai que Après il y a c'est beaucoup les aléas de la course. il y a beaucoup de trailers et d'ultra trailers qui reconnaissent cet aspect-là, c'est que apparemment c'est mal balisé et que c'est plus compliqué. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi le charme le charme de ce trail-là, quoi. Ouais. Non, moi personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y a T'as eu pas trouvé un mauvais balisage. Après, effectivement, eux, les premiers qui arrivent, ils ont eu ce mauvais balisage qui en fait qu'il y en a qui ont pas pu Performer comme il le souhaitait. performer, voilà, avoir la place qu'ils voulaient. Donc, mais bon, après on le sait, personne n'a crié scandale, donc c'est des choses qui arrivent. Voilà, tout à fait. Il faut être humble. C'est quelque chose que je retiens. C'est ça. Faut être humble dans sa manière de l'aborder. de l'aborder, de voir la course. Voilà. Surtout la première année. Voilà. Faut pas avoir d'objectif chrono parce que après avoir parlé avec tous les trailers qui ont fait leur première jag, ils avaient tous surestimé la course et ils étaient tous dans des chronos, 5 ou 6 heures de plus, voire 10 heures de plus. Donc ils ont sous-estimé le... Tout à fait. Comme je t'avais expliqué, c'est peut-être la gestion du sommeil, il y a plein de choses, de paramètres qu'on n'a pas, le terrain. Donc, Et l'humidité, comment tu as géré ça? C'était humide ou pas plus que ça? Comment ça a été? Comment oui, ça s'est passé? c'était humide, c'était tropical, mais après c'était, on va dire que c'est pas ça qui gênait le plus, c'est les variations de température sans arrêt en fait. C'est-à-dire que tu montais de 100 mètres ou tu descendais de 100 mètres, t'avais beaucoup d'écart de température, donc finalement tu levais une veste, tu remettais, donc alterner les vêtements c'était un peu compliqué, donc il fallait faire sécher une veste derrière, et voilà, il fallait gérer quoi. Donc après, je pense que c'était une édition où on a eu assez de chance, le temps était assez clément. Il n'y a pas eu de pluie? Il n'y a pas eu. Non, il y a eu des petites gouttelettes, mais pas de pluie. Vraiment que la première nuit où il a fait vraiment froid, il y a beaucoup de trailers qui en ont souffert, mais après, il y a eu des éditions pires que ça apparemment. Donc nous, ça va, on va pas se plaindre. D'accord. Bon, et dernière question avant d'enchaîner sur la conclusion de cet épisode, tu l'as trouvé vraiment dur en ce qui concerne le terrain, en ce qui concerne les conditions de manière générale. C'est quoi qui t'a paru le plus compliqué dans cette diagonale? Ah ben moi, ce qui m'a paru le plus compliqué, c'était vraiment Koto Kavergen. Ah, c'est la chose qui t'a marqué. Ouais, c'est vraiment, j'ai trouvé ça interminable. Le sommet, on le voyait jamais arriver, et la descente vraiment dure. La descente de Maido, vraiment, pour moi, elle était plus dure parce que j'étais dans un moment où je souffrais plus en descente qu'en montée. Donc vraiment, la descente du Maido, je l'ai pas trouvé dure en soi, mais interminable, vraiment très longue. Je crois que c'est 16 km de descente. Donc je crois que j'ai mis, si je dis pas de bêtises, presque 5 heures pour descendre. D'accord. Donc vraiment, j'ai capoté, hein, je voyais plus le bout. Mais après, finalement, les montées, non, c'est quelque chose que je gère assez bien et qui n'ont pas été si difficiles que ça, mis à part celle de Koto Kavergen qui était vraiment technique. Voilà, donc c'est ça qui m'a marqué. Et ces fameuses marches, ces fameux escaliers dont tout le monde parle, c'est quelque chose qui t'a gêné ou tu... Ben, le Maido passe tout seul parce que du coup, comme je t'ai dit, c'est les encouragements. Ils font que et tout le long du Maido, il y a des encouragements ou c'est juste une certaine partie? Tu les entends d'en bas en fait? Du bas, tu les entends. D'accord. Bon, même si tu sais que c'est très loin, que tu vas mettre du temps à arriver, mais voilà, ça te remet de l'entrain, de la motivation. Du carburant pour avancer. Et du coup, le Maido, bien que c'était dur par rapport à la chaleur. Donc vraiment, j'ai pris des coups de soleil, j'avais vraiment très chaud. Après la montée en elle-même, je m'arrêtais parce que j'avais vraiment trop chaud, quoi. C'était pas parce qu'elle était si dure que ça. Tu l'as fait en pleine journée en plus, j'imagine. Oui, je l'ai fait. On m'avait dit il faut pas la passer en plein après-midi. Donc je crois que je l'ai passé moi entre 11h et midi, si je me rappelle bien. J'ai commencé à la monter entre 11h et midi. Donc j'ai évité la grosse chaleur.
bien qu'il faisait très chaud mais déjà. déjà, t'as souffert de ça. Ouais, quoi. ouais. J'ai vraiment souffert. Donc c'est vrai qu'une fois que tu arrives en haut, bon, c'est la délivrance, quoi. D'accord. Et les paysages, on dit souvent que notre précédent invité dans le deuxième ou dans le troisième épisode, Zenzen, disait que c'était pas les plus durs mais les plus beaux, tu confirmes? Ah ouais. C'est les plus Il y a vraiment beaux, tout. c'est les plus beaux sentiers du monde. On peut passer de la jungle tropicale à des moments où on se croirait dans les Alpes, avec des prairies, avec des vaches. On comprend pas en fait. On voit des cocotiers. Et la seconde d'après, on voit des vaches dans un pré. On se demande où on est. Donc non, c'est vraiment. Il y a tout pour faire un beau trail. Ah mais pour moi je dis ça je connais pas la Diagonale des Fous mais je connais la Réunion elle-même, c'est l'île de tous les paradoxes et de tous les c'est-à-dire qu'on peut passer moi quand j'y étais allé on était passé de Saint-Gilles à 20 degrés le matin et on était monté au piton des neiges avec 3 degrés non c'est hallucinant, cette île est hallucinante. Je pense qu'à vivre, et notamment quand on fait la Diagonale des Fous, qu'on passe à travers les sentiers qui sont prévus dans la Diagonale, ça doit être exceptionnel, quoi. Ouais, tout à fait. C'est sûr qu'on n'oublie pas de toute sa vie. Ça marque n'importe quelle personne, n'importe quel trailer, je pense. C'est pour ça que quasiment tout le monde veut le faire, hein, ce trail. Ou le refaire même. Et je comprends aussi que les Réunionnais veulent. Il y en a beaucoup qui le font chaque année. Et d'ailleurs, un grand respect pour je crois les deux personnes les plus âgées qui l'ont fait. Je crois que c'est plus de 70 ans, c'est 71 et 77 ans, je crois, l'homme et la femme. Si je me trompe pas, franchement, ils ont un grand mérite d'avoir fait ce grand raid, quoi. Les doyens, c'est 71 et 77 ans. Tu disais? Je crois, ouais, si je me rappelle bien. Faudra qu'on vérifie. Je crois que l'homme est plus âgé que la dame, mais je crois que c'est ça. Ouais. Exceptionnel. Bon, Julien, je te remercie d'avoir partagé avec nous ce moment. On va faire un petit quiz comme habituellement sur les podcasts. Alors, le principe est simple, c'est qu'il faut que tu me donnes des réponses le plus rapidement possible et sans réfléchir. On va essayer. Alors, plat favori après l'ultra? Pâtes. Boisson favorite après l'ultra? Bière. Ah. Mais tout le monde dit la même chose, c'est pas drôle. Ouais, non mais après c'est ça bière parce que juste avant on n'en boit plus pendant des mois. Et donc la dodo est là ou la dodo n'est pas là? Ah la dodo était là. Ah oui, elle était là, elle était bien grande la dodo. Elle était bien là. La dodo est là, pour ceux qui savent pas, c'est la bière mythique de la Réunion parce que le dodo c'est l'oiseau emblématique disparu de la Réunion. Sable ou neige? Neige. Racine, verglas? Racine. Ah bah oui, forcément. Forcément. Courir de jour, courir de nuit? Ah, jour. Allez. Seul ou accompagné? Seul. Avoir une grosse crise de crampe ou avoir de gros maux d'estomac? Crampe. Bon, ben Julien, je te remercie énormément pour avoir répondu à toutes ces questions. Et merci puis, à toi. Je te souhaite une bonne continuation et certainement qu'on se retrouvera sur peut-être un prochain épisode du Let's Ride podcast. Et je te remercie encore de nouveau d'avoir participé à notre émission. Ben merci. Allez, salut. Salut à toi. Et voilà, cet épisode du LTP est à présent terminé. Et j'espère que le contenu ainsi que le format vous a plu. De mon côté, ça a été un agréable moment de partage et d'échange avec Julien, et je le remercie de nouveau d'avoir participé au Let's Ride podcast. Et je ne doute pas que nous serons amenés rapidement à faire des sorties ensemble dans notre bonne vieille chaîne de la Sainte-Baume. Si vous souhaitez rejoindre Julien Bonifay alias Floki Trail sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, rien de plus simple. Il faut simplement aller sur Floki Trail, FLOKI TRAIL, sur les différents réseaux et vous aurez facilement accès à tout son contenu. Et en ce qui concerne le Let's Ride podcast, vous pouvez me rejoindre et rejoindre la communauté qui s'agrandit de jour en jour, et pour cela je tenais à vous remercier encore de nouveau, sur les différents réseaux sociaux, donc sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, ainsi que sur la chaîne YouTube à Let's Try. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir un mail par mois contenant des informations exclusives concernant les nouveaux invités ou autres sujets divers et variés,
Vous n'avez qu'à vous rendre sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram et cliquer sur le lien qui vous ramènera sur la page d'inscription de la newsletter. Vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse mail et vous serez donc inscrit à cette newsletter que vous recevrez chaque mois. N'hésitez pas, afin de faire grandir la communauté du LTP, à en parler autour de vous. C'est très important, le podcasting a ceci de particulier qu'il est difficilement partageable de manière simple, et donc le bouche à oreille a une importance fondamentale pour la popularité de ce type de support audio. Et enfin, comme la plateforme Apple Podcast d'iTunes constituant presque la moitié des écoutes de l'émission, pour les utilisateurs d'Apple, n'hésitez pas, si vous appréciez le projet, à noter avec 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ceci a une énorme importance pour la visibilité du podcast. Mes chers trailers et mes chers trailers, j'espère vous retrouver dans un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut! Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.